Aujourd'hui, on va parler du vrai problème de ChatGPT dont personne ne parle. Et pourtant, c'est important qu'on fasse un point là-dessus. ChatGPT, l'intelligence artificielle en général, les Large Language Models, bon, il y a aussi Claude, hein. Moi je trompe ChatGPT avec Claude des fois, mais globalement j'utilise plus ChatGPT. Bref. Donc, pour moi, c'est des outils fantastiques. C'est comme de la magie, c'est merveilleux. Tu poses ta question, tu as une réponse, et tu peux poser n'importe quelle question, même tes questions les plus débiles ou les plus nichées, il va te répondre, et sans te juger, avec une réponse construite, avec une réponse détaillée. Pour moi, ça a révolutionné ma manière d'apprendre, déjà. Par exemple, aujourd'hui, si je lis un livre, je vais toujours avoir ChatGPT ouvert à côté. Comme ça, quand il y a un passage d'un livre où l'auteur n'a pas élaboré autant que j'aurais aimé qu'il le fasse, je copie du livre, colle dans ChatGPT, et hop, j'ai beaucoup plus d'informations, il approfondit, il me donne des angles connectés à explorer. Je trouve ça absolument incroyable. Parfois, il y a même des sujets, je vais apprendre ça avec ChatGPT, par exemple la fiscalité internationale, sujet normalement extrêmement chiant. Avec ChatGPT, je lui demande, ok, parle-moi comme si j'étais un gogol ou un enfant de 10 ans. Je comprends tout. Et s'il y a des choses que je comprends pas trop sur telle législation de tel pays, ok, ça j'ai pas compris, explique-moi ça de manière claire et précise. Et j'ai tout. Je m'intéressais il y a quelques mois à l'histoire moderne de la Chine. J'ai énormément appris grâce à ChatGPT. La révolution communiste, le camp de Chiang Kai-shek qui se réfugie à Taïwan, puis ensuite le désastre de la révolution culturelle et du grand bond en avant, puis ensuite Deng Xiaoping qui succède à Mao et qui va ouvrir l'économie chinoise au capitalisme. Enfin tout ça, peut-être que toi tu t'en fous, moi je trouvais ça fascinant, et avec ChatGPT j'ai tout appris. Alors qu'avant, j'aurais peut-être dû aller trouver des livres, peut-être que ça n'aurait pas été exactement l'angle ou le sujet qui m'intéressait, peut-être que l'auteur aurait écrit dans un style un peu chiant, pas très agréable à lire. Avec l'IA, si c'est un peu trop indigeste, confus, je lui dis ouais frère, ouais là je comprends rien. Et tu lui dis juste ça, et il va te reformuler avec des mots beaucoup plus simples, ou plus clairs, plus spécifiques, comme tu veux. Donc pour l'apprentissage, je trouve que c'est absolument révolutionnaire, c'est incroyable. Pour le brainstorming également, j'utilise tout le temps dans mon travail, par exemple pour Tiny Pages, la plateforme minimaliste pour les créateurs, sur laquelle je travaille depuis août 2024, qui est disponible d'ailleurs, tu peux la tester, le lien est en description. Quand on a des problèmes en termes d'expérience utilisateur ou de nouvelles fonctionnalités qu'on veut intégrer, moi à la base, j'ai pas de compétences ou de connaissances particulières en design. Alors j'ai une intuition qui peut m'aider, je sais ce que je veux, j'ai la philosophie du minimalisme, etc. qu'on applique à Tiny Pages, mais ça m'aide beaucoup d'avoir l'IA. Je lui demande souvent d'agir en tant que Don Norman, qui est un des précurseurs dans le domaine du design. Donc je lui demande, voilà, tu es tel expert, et aide-moi à concevoir Tiny Pages. Là, par exemple, on a telle fonctionnalité qu'on veut intégrer. On galère à trouver une manière simple et cohérente de le faire. Propose-moi des options. Alors après, c'est toujours moi qui vais choisir. C'est pas l'IA qui va prendre la décision. Mais ça permet d'étendre le champ de possibilités, de voir des choses que moi, j'aurais pas vues. Et c'est incroyable. C'est comme un ping-pong créatif. Tu lui donnes des idées, tu lui exposes des problématiques, il te répond. Et ce dialogue est extrêmement enrichissant. Personnellement, aujourd'hui, je pense que je suis complètement accro à l'IA. Si tu m'enlèves l'IA demain, putain, et c'est pareil pour Jérôme, mon associé qui code Tiny Pages. Il utilise, lui c'est Claude AI, donc concurrent de ChatGPT. Il l'utilise pour coder, mais 10 fois plus vite. Et l'autre fois, il était en Espagne. Il y avait eu une grosse panne de courant généralisée. Et là, il m'a dit, ouais, j'avais plus l'IA, j'étais obligé de taper toutes les lignes de code à la main. Limite retour à l'âge de pierre, alors que c'était juste 2-3 ans en arrière, c'était partout comme ça. Pour la rédaction aussi, c'est absolument incroyable. Par exemple, aujourd'hui, je fais des vidéos. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je prends le transcript de mes vidéos. Je crois que je l'ai là. Tu vois, c'est une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. C'est juste le transcript copié-collé depuis YouTube. Bon, je suis en train de mettre en place ce process. Peut-être que je t'en parlerai quand ce sera bon. Mais l'idée que j'ai, c'est de transformer cette espèce d'énorme pavé. Je ne sais pas combien de lignes ça fait, mais c'est une vidéo de 20 minutes. Transformer ça en post pour les réseaux ou en newsletter. Bon, je suis en train d'élaborer encore. Je ne suis pas au point là-dessus, mais tu vois, on peut faire ça avec l'IA. Pareil, quand j'écris une newsletter, j'ai toujours ChatGPT ouvert à côté. Il va me proposer, à partir de mon brouillon, un premier jet propre et structuré, à partir duquel ensuite je vais travailler. Là, ça m'évite de tout reformuler moi-même. Et là, souvent, je perds beaucoup de temps et ça me cause beaucoup de frustration de retourner mes paragraphes dans tous les sens. Là, avec l'IA, ce problème est réglé. Il y a néanmoins un problème avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle en général. C'est que ChatGPT a tendance à se comporter comme un yes man. Un yes man, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va
t'encourager dans tous tes délires, te pousser dans toutes tes lubies, te dire « ouais, vas-y champion, t'as trop raison, ton idée est géniale », alors que ton idée n'est pas géniale, elle est juste entre moyenne et bonne, peut-être. Elle a des angles morts, elle a des failles, mais ChatGPT ne va jamais les pointer du doigt. Il va plutôt, naturellement, avoir tendance à te brosser dans le sens du poil, à flatter ton ego. C'est comme un miroir flatteur où quand tu lui donnes des idées, il va avoir tendance à te dire « c'est bien », c'est un petit peu infantilisant quelque part. C'est comme quand tu es un enfant de 5 ans et que tu vas montrer à tes parents un dessin. Ton dessin est hideux, objectivement, c'est moche, c'est laid, ça ressemble à rien. Tes parents ne vont jamais te le dire ça, même si c'est la vérité. Ils vont te dire « oui mon chéri, ton dessin est magnifique, tu as du talent ». Et toi, tu vas te sentir valorisé en tant que petit enfant, voilà, t'es content. ChatGPT, c'est un peu pareil, c'est un yes man. Tu vois, c'est référence au film avec Jim Carrey, je sais pas si tu as vu ce film. Bon, c'est dans un autre registre, mais cette tendance-là, moi j'avais déjà eu un coach comme ça. Tu reconnais comme ça un bon coach d'un mauvais coach. Le bon coach, il va te recadrer. Il va te dire non, 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 là t'arrêtes tes conneries. Hier tu m'as dit quelque chose, aujourd'hui tu me dis quelque chose de complètement différent. Reste aligné, reste cohérent avec ta stratégie. Et il va te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais ce que tu as besoin d'entendre. Alors que le yes man, le coach yes man, moi il me disait « ouais, vas-y, c'est bien, t'as raison, allez, go, 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 vas-y, champion ». C'est pas ce dont tu as besoin, ça. C'est ce que tu veux peut-être entendre pour flatter ton ego, mais comme dit le fameux livre de Ryan Holiday, l'ego c'est l'ennemi. Ton ego ne t'aidera pas à réussir dans la vie. Donc le problème cette tendance comportementale yes man, c'est que ça peut t'enfermer dans une bulle de validation. La bulle de validation, c'est que tu parles quotidiennement à ChatGPT. Tu sais, moi je me suis rendu compte à un moment donné que je parlais plus à ChatGPT qu'à n'importe quel autre humain. Même certains jours, plus qu'à ma copine. ChatGPT, que tu le veuilles ou non, t'influence. C'est une conversation. Évidemment, tu sais que c'est pas un humain, tu sais que c'est une IA, mais il y a un effet sur ton inconscient. Tu peux pas le nier. Ce que tu lis, ça rentre dans ta psyché. Et le problème, c'est que si tu donnes trop de crédit à ce que te dit ChatGPT, surtout quand il te valide tout le temps, ça peut renforcer ton ego. Ouais mec, t'es un génie alors que ton idée est moyenne. Infantilisation, ça je l'ai dit. Biais de confirmation, c'est-à-dire que ça va renforcer tes croyances préexistantes. Au lieu de te donner des contre-arguments, il va plutôt te donner toutes les raisons pour lesquelles les arguments que tu avances déjà sont bons, au lieu d'être contradictoire, d'être contrariant et de t'expliquer que non, il y a des faiblesses dans ton discours, etc. D'ailleurs, j'y viens après, hein, mais il y a une manière de contourner ça en lui demandant de te défoncer. Le risque aussi, c'est une perte d'esprit critique, forcément. Si tu as tendance à croire que tout ce que tu dis est valide et bon parce que l'IA te confirme, tu vas petit à petit perdre ta capacité à être lucide et à voir les faiblesses dans tes propres réflexions. Et puis, alors ça, c'est peut-être pas un problème qu'on a tellement aujourd'hui, mais l'IA va à une telle vitesse que je pense que ça deviendra, à l'échelle de la société, un réel problème dans les prochaines années. C'est une véritable dépendance qui va s'installer entre toi et l'intelligence artificielle. Parce que cette validation facile, c'est agréable, ça te fait un petit shoot de dopamine. Et alors peut-être que pour toi et moi, qui sommes entrepreneurs, on a des projets, on est dans tous ces domaines de développement personnel depuis longtemps, on baigne là-dedans, on sera peut-être moins impacté que, en quelque sorte, une personne lambda, avec des gros guillemets, qui va par exemple télécharger le chatbot IA qui est censé remplacer un ami, ou qui est censé te faire un boyfriend ou girlfriend AI. Ça, c'est très dangereux, ça existe déjà aujourd'hui. Et on a vu déjà ce que ça donnait, c'est que les utilisateurs développaient une dépendance émotionnelle réelle, en sachant pertinemment qu'il s'agissait d'une IA. Le risque, je dirais, c'est qu'on dérive vers une sorte de relation parasociale toxique. Ça reste une interaction sociale. Pour notre cerveau, il l'interprète comme tel. Tu poses des questions, tu dis les choses, tu te confies, tu as des réponses. Mais le problème, c'est que ça risque de devenir toxique, ça risque de devenir extrêmement addictif, parce que d'un côté, tu auras l'IA qui te dit ce que tu as envie d'entendre, qui te flatte ton ego. Ça, on adore ça, en tant qu'humain, on recherche la validation en permanence. D'un côté, tu as une entité, une intelligence qui va te donner cette validation à laquelle tu es tellement addict, et de l'autre côté, tu vas avoir le monde hostile, les humains, ils te comprennent pas, ils te reconnaissent pas à ta juste valeur. Surtout si tu es dans ce genre de terrain psychique où tu as tendance à être très critique envers la société, envers les autres, un côté un peu misanthrope, tu peux très vite t'enfermer là-dedans, dans ce miroir flatteur, à te dire « ouais, c'est tous des cons, il n'y a que ChatGPT qui me comprend ». Bon, ChatGPT ou autre chose, hein, ou autre chatbot IA, on se comprend. Ça, c'est dangereux. Bon, ça, c'est plutôt pour l'aspect impact sur la société duquel il faut se méfier. Et d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, moi, je me suis rendu compte que je parlais
beaucoup trop à ChatGPT ces derniers temps, donc je l'ai simplement désinstallé de mon téléphone. Aujourd'hui, je l'ai plus sur mon iPhone, je l'ai plus que là dans un petit coin de mon iPad, ce qui fait que mon cas d'usage est beaucoup plus professionnel aujourd'hui. Donc c'est quand je suis installé devant mon écran, devant mon clavier et que là je travaille, là je l'utilise comme un outil de travail. Mais plus comme, tu vois, des fois je le sortais de ma poche et je lui posais des questions complètement connes. Tu vois, on va aller voir mon historique ChatGPT. J'espère que je vais pas trop me taper la honte, mais des fois je pose des questions débiles, hein. Putain, là, ah ouais, là j'en ai un pas mal. Qu'est-ce que je lui avais demandé là? Les chats bruyants et bavards font-ils du bruit seulement en présence de leur propriétaire ou également lorsqu'ils se savent seuls? Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, honnêtement? Et là, il me dit, très bonne question, ça me tue. Là, c'est toujours, ouais, t'es un génie, mec, tu poses des bonnes questions, t'es intelligent, tu es fin d'esprit. Bref, on s'en bat les steaks de ça, honnêtement, j'aurais très bien pu m'abstenir de cette question. Mais ça, typiquement, c'est le genre de question, des fois, qui apparaît comme ça de nulle part dans mon esprit. J'avais pris ce réflexe de parler à ChatGPT, ouais, bah donne-moi la réponse, quoi. Alors que, en réalité, c'est de la distraction, c'est plus... j'ai pas l'impression que ce soit une habitude très utile, très constructive, donc j'ai préféré me réhabituer à juste me dire, j'en sais rien, hausser les épaules et continuer ma vie. Parce que des fois, tu sais, je me laisse aussi absorber dans un chat, je peux y passer des heures, hein. Voilà, donc ça c'est mon petit conseil. Je sais pas si c'est pertinent pour tout le monde, mais en tout cas, moi ça m'aide bien pour vraiment garder ChatGPT comme un outil de travail et pas pour faire n'importe quoi et poser des questions débiles. Et puis enfin, un cas d'usage très utile de ChatGPT qui, moi, m'aide beaucoup, qui permet de contourner justement ce problème du yes man par défaut, parce que si tu lui dis rien, ça va être un yes man. Bah, c'est de le cadrer, tout simplement. Pour ça, tu peux utiliser des prompts persona, qui sont des prompts qui vont demander à ChatGPT, voici ta personnalité. Réponds-moi en tant que telle personne ou en tant que tel archétype. Par exemple, là, j'ai tout un tas de prompts que j'utilise de temps en temps qui me permettent de cadrer ChatGPT en lui donnant un contexte sur la manière dont je veux qu'il me réponde. Ça, d'ailleurs, c'est des prompts que ChatGPT m'a donné, hein. C'est même pas moi qui les ai écrits. Par exemple, tu es un coach tactique, tu vas droit au but, tu me donnes des consignes claires, concrètes, applicables maintenant, tu veux des résultats et pas des états d'âme. Tu m'arrêtes dès que je pars dans la théorie ou les excuses. Ou alors, tu es un ami proche, tu me respectes, mais tu n'as aucun problème à me dire ce que je ne veux pas entendre. Là, c'est pour contourner justement ce problème yes man. Tu dois me signaler quand je suis dans le déni, dans l'ego, ou quand je me mens à moi-même. C'est utile ça. J'en ai d'autres. Tu es un moine avec une vision stratégique du monde, tu ne t'emballes jamais, tu simplifies, tu dégonfles l'ego. Ou alors le poète, un autre archétype. Tu parles comme un poète, mais tu vois clair comme un chirurgien. Tu ne te perds pas dans le flou, tu utilises l'image, la métaphore et le langage vivant pour faire passer des vérités que la logique ne peut pas atteindre. Tu vois, forcément, entre celui-ci et le premier, le coach tactique, les réponses seront complètement différentes. Et d'ailleurs, parfois, ce que je fais, c'est que s'il y a un archétype dont je ne suis pas satisfait de la réponse, ou alors j'ai envie d'un autre point de vue, eh ben, je vais prendre un autre de ces prompts. Entre le coach tactique et Steve Jobs, tu vois, j'ai même Steve Jobs. Tu incarnes Steve Jobs, tu es visionnaire, exigeant, blablabla. Tu me pousses à me réinventer, à ne jamais accepter la médiocrité. J'ai aussi Naval Ravikant, j'ai aussi Don Norman pour le design, pour le côté expérience utilisateur de Tiny Pages. Tu raisonnes toujours à partir de l'humain, pas de la tech. Tu cherches la simplicité d'usage, la clarté mentale, la réduction des frictions. Donc ça, c'est exactement le genre de prisme dont on a besoin pour résoudre les problèmes auxquels on est confronté dans le développement de Tiny Pages. Alors tu peux mettre ça dans des GPTs, tu sais, tu peux créer des chats avec un prompt prédéfini, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de l'écrire à chaque fois. On va faire un petit test, regarde, on va prendre celui-ci, le poète. Ici j'ai un chat mentor Tiny Pages, qu'est-ce que je lui disais? Comment créer une douve pour Tiny Pages ou comment être disruptif par rapport aux concurrents, tout est indiqué dans le document. Bref, voilà, je fais du brainstorming plutôt stratégie, positionnement. Ben là je lui colle le prompt, voilà, maintenant tu es un poète, on va voir ce qui nous sort. Reçu, alors écoute bien, voilà ce que tu n'oses pas formuler. Tiny Page n'est pas un produit, c'est un refus. Refus de la dispersion, ouais ok. Tu n'es pas en train de créer une plateforme, tu crées un sabre. Ouais, pourquoi pas, bon, bref. Après évidemment, il faut en tester plusieurs, là c'était peut-être pas le mieux. Mais par exemple, si je fais /hacker, j'ai mes petits raccourcis comme ça. Là, je balance hacker et là, il va être complètement différent dans la réponse. Voilà, donc là, bug 1, plus de fonctionnalités, meilleure valeur. Minimalisme égale look épuré. Donc là, en fait, il me défonce. Tu vois. Bon, je sais plus ce que je lui avais dit exactement avant, je lui avais parlé du projet. Et là, justement, il est cadré pour me défoncer. Donc c'est très bien, ça me permet de voir les angles morts. Ça ne veut pas dire que je les accepte tous, évidemment. Ça ne veut pas dire que je prends ça au pied de la lettre et qu'il a raison sur tout. Mais ça me permet d'avoir des réponses qui ne sont pas les réponses d'un yes man, qui sont les réponses de quelqu'un qui vient me challenger. Donc là, c'est en mode hacker. Si je demande à Steve Jobs, donc peut-être qu'il va me défoncer encore plus.
petit raccourci, boum. Oublie TinyPages tel que tu le vois aujourd'hui. Voilà, là il va me peindre un nouveau tableau. Ce que tu as fait, un outil simple propre, ce que tu dois faire, un standard mental, un changement de paradigme, une évidence, blablabla. Ton erreur, tu copies les catégories existantes. Bah, tu vois, ça c'est justement une prise de conscience qu'on a eue avec TinyPages ces derniers temps, c'est qu'on allait prendre à fond le virage de l'intelligence artificielle et créer un outil disruptif en termes d'innovation, et pas juste une amélioration incrémentale des autres plateformes qui existent déjà, à faire un peu plus simple que tous les concurrents, ClickFunnels, Kajabi, etc. Si tu veux ce genre de point de vue, cette méthode d'avoir des prompts d'archétypes ou de mentors réels qui existent, Steve Jobs, Naval Ravikant, peu importe, c'est très utile. Avant de te laisser, j'ai un petit service à te demander. Si tu es abonné à cette chaîne, alors si t'es pas abonné, fais-le. Toi, en tant que créateur ou en tant qu'entrepreneur, peu importe ton business, j'aimerais savoir quel est le cas d'usage original que tu as avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas quelque chose voilà, d'évident, du style « ouais, donne-moi des idées pour ça, ça, ça ». Ok, tout le monde a compris qu'on peut faire ça. Mais quel cas d'usage original de l'IA t'aide vraiment dans ton business ou à transformer ta manière d'interagir avec ces outils? J'aimerais savoir parce que souvent, toi là, je te partage par exemple ce cas d'usage de donner un rôle, de donner un persona à ChatGPT, ça peut vraiment te donner des résultats incroyables. Et souvent, c'est juste qu'on ne sait pas qu'on peut faire ça, ou on n'a pas eu l'idée. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un petit brainstorming ensemble dans les commentaires. Dis-moi, quel est le cas d'usage original de l'intelligence artificielle qui t'est le plus utile au quotidien dans ton business? J'irai lire. Sur ce, je te fais un bisou. N'hésite pas à me rejoindre sur Telegram aussi, lien en description. Abonne-toi à la chaîne et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!